J'assiste à une conférence d'un explorateur qui annonce qu'il va traverser les 4 milieux les plus extrêmes de la planète. C'est quelque chose de l'ordre d'une fulgurance qui se traduit physiquement par des frissons où je me dis mais je vais faire ça en fait. Je sais que c'est pour moi. 1, 2, 3, 4. La petite voix, la petite voix. Yeah, your heart is a sun. Est-ce que vous avez déjà écouté votre petite voix? Cette intuition qui souffle ce qu'on n'ose pas toujours entendre. Celle qui pourrait, peut-être, tout changer. Je m'appelle Herveline et comme vous, j'essaye, pas toujours avec succès, de suivre cette boussole intérieure. C'est pour ça que j'ai créé La Petite Voix, un podcast où des femmes et des hommes partagent avec émotion, parfois même avec humour, ces moments où la vie bascule et où tout devient possible. Chaque épisode explore des histoires de nouveaux départs. Une séparation libératrice, une reconversion audacieuse, un burn-out surmonté ou une maladie qui révèle une force insoupçonnée. Autant d'histoires de doute, de peur, mais aussi de courage et de transformation. Chaque mardi, je vous invite à découvrir ces conversations intimes, sans filtre, des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre? La Petite Voix, le podcast, c'est parti! Parfois, il suffit d'un instant pour que tout change. Une fulgurance, un frisson, une évidence. C'est exactement ce qu'a vécu Nicolas le jour où, assis dans un amphithéâtre parisien, il assiste à une conférence qui va tout changer. Ce jour-là, Nicolas sent que cette aventure, aussi folle qu'inimaginable, est faite pour lui. Il lui faudra pourtant 6 ans pour transformer ce rêve en réalité. 6 ans de préparation, de doute, mais aussi d'une détermination incroyable qui l'ont mené enfin à se confronter à la magie sauvage de l'Amazonie, au froid mordant de la Laponie et à l'immensité brûlante du désert d'Arabie. Dans cet épisode, Nicolas nous partage son parcours hors norme, où chaque expédition est devenue une aventure extérieure autant qu'un voyage intérieur. Il nous parle de cette petite voix qui l'a guidé, même dans les moments de doute, et de tout ce qu'il a découvert en se mettant au défi au bout du monde, mais surtout au bout de lui-même. Bienvenue dans un épisode audacieux et au goût d'aventure. Aujourd'hui, avec Nicolas, nous allons parler de cet instant où tout bascule, de ce que les expéditions extrêmes révèlent sur notre capacité d'adaptation, mais aussi de la manière dont un rêve d'enfant peut devenir un chemin de vie. Salut Nicolas et bienvenue dans La Petite Voix. Salut Herveline, merci pour ton invitation. Je suis ravie de t'accueillir. Je suis ravie parce que, peut-être le sais-tu, mais moi je suis hyper fan de voyage et pourquoi pas de voyage un peu roots. Et donc avec toi, on va parler non seulement de voyage, bien plus que de voyage roots, on va parler d'expédition et on va voir comment un jour ta petite voix t'a soufflé cette idée complètement folle de t'embarquer dans une aventure vraiment dans des milieux extrêmes et même hostiles. Ouais, absolument. Enfin, c'était en 2023 qu'on est parti, effectivement, pour 3 milieux extrêmes, en autonomie, sans assistance, autour du projet Deep Climate. Avant de rentrer dans le vif du sujet et puis que tu nous embarques dans tes expéditions un peu folles, moi j'aimerais juste que tu me parles de ton dernier voyage. C'était quoi ta dernière petite aventure, hein? Écoute, ma dernière aventure, elle était moins à l'autre bout du monde et je trouve que c'est très bien aussi. Et donc, c'était cet été, tout simplement, Ouais. avec 2 coéquipiers d'ailleurs d'expédition. J'ai fait mon premier 4000. C'était une forme d'initiation à l'alpinisme. Et j'aime bien ce moment parce qu'en fait, il se trouve que c'était le grand paradis, le sommet. Il y a une belle ascension à la fois physique, émotionnelle. Et d'ailleurs, quand on arrive sur le sommet, il y a
Donc il y a une statue de la Vierge d'ailleurs au sommet du Grand Paradis et on était vraiment très émus en fait d'être là. Tu as un parcours académique plutôt brillant. Tu as fait des belles études et puis tu as après cheminé pas mal dans des organismes, je dirais, de fonction publique, plutôt à des sujets de vulgarisation scientifique, etc. Et puis ça t'a amené un jour à quand même travailler au ministère de la Recherche où tu dirigeais une petite équipe. Donc là, on est dans un milieu très, très feutré. T'avais quel âge quand tu as commencé à travailler dans cet univers-là? Écoute, c'était en 2015, donc je pense que je devais avoir autour de 34-35 ans. C'était aussi une belle aventure parce que je trouve que la réinvention de soi au fil des différents postes qu'on peut occuper au cours de sa carrière, c'est aussi quelque chose finalement qu'on chapitre au cours de sa vie et qui fait qu'on se transforme aussi petit à petit. C'est les différents postes que j'ai occupés jusqu'à présent qui font la personne que je suis aujourd'hui. Effectivement, rien ne me prédestinait à ça parce que entre mes études initiales qui sont entre mathématiques et musique, enfin Ah oui, en effet. dans les deux domaines, voilà, j'ai fait de l'enseignement, j'ai commencé par ça d'ailleurs, et j'ai adoré parce que c'est dans la transmission. La médiation scientifique à la Cité des Sciences, effectivement. Puis, de fil en aiguille, en fait, il y a un fil rouge qui se tisse autour de la culture scientifique, autour de la transmission, autour du partage de certaines valeurs. Et je me retrouve comme ça à piloter toute une politique publique qui vise justement à structurer le champ des relations entre science et société, c'est-à-dire entre les chercheurs et les citoyens, et entre les musées, les associations, les organismes de recherche, les universités, pour faire en sorte que les citoyens comprennent ce à quoi ça sert la recherche et pourquoi ils la financent d'une certaine manière à travers leurs contributions. Tu étais heureux de cette vie-là que tu avais? Donc, tu étais parisien, tu allais au ministère chaque jour. C'était comment ta vie pour toi à l'époque? J'avais une vie qui était vraiment pleine de sens parce que je m'épanouissais dans un travail dans lequel je crois, qui je pense est nécessaire. Puis je pense cette notion de curiosité qu'on a tous au fond de soi, que les enfants ont, mais que même les adultes ont aussi pour savoir d'où on vient, où on va. Et c'est à la fois vertigineux, c'est mystérieux, et je trouve que c'est une très belle chose que de travailler à démocratiser ces savoirs et à les partager. Moi, il y a une autre dimension, le fait de bosser dans un ministère quand on a une trentaine d'années. Quelle part d'ego on met dans ça? Ça fait chic quand même dans les dîners en ville de dire qu'on bosse au ministère de la Recherche, non? Oui, bien sûr. Donc, je crois que j'ai été assez lucide qu'il y avait toute une comédie humaine aussi qui se jouait autour de ça. Et je crois que c'est essentiel en fait pour pas trop se faire entre guillemets rattraper par le système. Eh oui. Du coup, c'est hyper drôle parce que là, on va évoquer bientôt un moment de bascule, mais en t'écoutant, je me dis pourquoi un moment de bascule? Parce que tu nous dis, dans ce job-là, ça remplit une certaine question du sens. Tu trouves un statut social, économique, etc. Tu te plais dans tes relations professionnelles. Est-ce qu'il y a une part de toi qui nourrit une frustration de quelque chose à ce moment-là? Ou non, vraiment, tu as l'impression d'aimer ce que tu fais? C'est vraiment quelque chose qui vient du fait qu'il y a quelque chose d'assez répétitif dans une vie traditionnelle de quelqu'un qui travaille dans un ministère, parce qu'il y a une habitude, il faut tenir sur la durée pour que l'action ait du sens et un impact. Et par conséquent, cette routine qui s'installe, quelque part, moi, elle m'a aussi, même si c'était plein de sens, j'aspirais aussi à quelque chose qui était plus lié au voyage, à l'exploration, à la découverte. Et depuis très longtemps, en fait, moi, j'étais très imprégné de lecture depuis mon enfance, au fond, de lectures comme celle de Jack London, mais même celle de Jules Verne, celle de Nicolas Bouvier, des écrivains voyageurs ou tout un tas de personnes qui font rêver par l'imagination. Et je me disais, mais il y a des gens en fait qui vivent comme ça. Il y a des gens qui sont devenus ça, qui ont pris leur destin en main pour peut-être sortir des sentiers battus, sortir des normes et devenir finalement vraiment eux-mêmes au sens où ils ont incarné leur propre singularité. Et ça, je trouve que c'est hyper inspirant parce que dès lors qu'on touche ce noyau extrêmement personnel et singulier qui est le nôtre et qu'on a tous et toutes chacun au fond de nous, en fait, il y a quelque chose qui se met à rayonner. Et donc, il y avait sans doute une part de moi qui avait une forme de frustration et qui avait un besoin d'appel pour le grand air, pour l'aventure, pour l'horizon, pour l'exploration. Donc, c'est peut-être cette part-là qui était un peu frustrée, malgré tout le sens qu'il y avait dans et tout ce que j'ai appris aussi managérialement parlant, au contact avec mes collègues, avec tout cet environnement-là. Il y avait une part de manque qui n'était pas complètement comblée. On en vient
à ce fameux jour de l'été 2016, tu vas vivre un moment de bascule qui va t'obliger, presque, j'ai envie de dire, malgré toi, à écouter ta petite voix. Qu'est-ce qui se passe de particulier ce jour-là? Écoute, ce jour-là, je suis effectivement à l'été 2016 assis dans l'amphithéâtre de la Société des explorateurs français. C'est une société qui réunit la fine fleur des explorateurs et exploratrices depuis 1937. Donc c'est un lieu qui me fait rêver depuis longtemps. Et en fait, j'assiste à une conférence d'un explorateur qui annonce qu'il va traverser les 4 milieux les plus extrêmes de la planète en solitaire, et puis ensuite qu'il va recruter une équipe de 20 personnes, 10 femmes et 10 hommes, pour reproduire l'expérience, mais cette fois-ci en groupe, avec une forme de micro-société qui est composée de 20 personnes très différentes les unes des autres. Et là, en fait, à ce moment-là précis, je suis parcouru de frissons, en fait. Je suis extrêmement concentré et je reçois ce message comme une forme d'évidence où je me dis, mais c'est une expédition scientifique, donc ça réunit tout ce que j'adore, c'est-à-dire l'aventure, la recherche, et puis l'exploration, et puis sans doute une dimension d'exploration intérieure. Ce qui me foudroie, c'est plutôt quelque chose de l'ordre d'une fulgurance qui se traduit physiquement par des frissons où je me dis, mais je vais faire ça en fait. Je sais que c'est pour moi. Ce projet, il est pour moi en fait. Et je me souviens même de la diapo qui était affichée sur le PowerPoint où, si tu veux, c'est une image assez connue. C'est un astronaute qui pointe le doigt vers le public. Et puis, en dessous, il y a écrit « We need you ». Et il a un badge de la NASA. Moi, mon rêve de gosse, c'était de devenir astronaute. Et tout d'un coup, j'avais l'impression qu'il y avait cette invitation, en fait. Et ça a été vraiment presque quelque chose de l'ordre d'une révélation, où je me suis dit, mais c'est sûr, je vais faire ça, en fait. C'est tellement raccord avec ce que je sais faire, c'est-à-dire physiquement, voilà, je suis quand même quelqu'un d'assez sportif. Intellectuellement, la recherche, ça m'intéresse. Scientifiquement, ça fait beaucoup de sens parce que ça combine les neurosciences avec la dimension plus émotionnelle. Et donc, en tout cas, je vais tenter ma chance. Comment tu t'es retrouvé à assister à cette conférence? Est-ce que c'était dans le cadre de ton boulot? Ou est-ce que cette petite part de toi frustrée de ne pas assez voyager avait envie ce jour-là d'assister à cette conférence? Non, en fait, je venais de m'inscrire à une newsletter. Puis le premier numéro de cette newsletter, il y avait cette annonce de cette conférence. Et c'était pas du tout dans le cadre de mon travail. Et donc, j'y assiste après le travail et ça se passe vraiment comme ça, comme une évidence. Donc, c'est beau, je trouve aussi, comme les choses s'alignent parfois. Ça devait se faire comme ça. Oui. Comment ça va se passer après cette conférence, dans les heures, dans les jours qui suivent? Parce qu'on sait bien qu'il y a un moment où, ok, notre petite voix a parlé, mais souvent la grosse voix, vachement moins sympa, pleine de peur, de doute, elle vient un peu saccager tout ça. Effectivement, entre le rêve et la réalité, il y a pas mal d'étapes. Et en l'occurrence, pour moi, entre le moment où j'ai eu ce coup de fil de mon intuition ou de ma petite voix, suivant comment on l'appelle, il s'est passé quand même 7 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se passe 7 ans entre ce jour-là à la conférence de Christian Clot Oui. et puis, c'est quoi, la première expédition 7 ans plus tard, tant que ça? Oui, en fait, il s'est passé 2 ans de sélection entre le moment où j'assiste à cette conférence et le moment où j'envoie mon CV, ma lettre, qui est la première étape dans l'été, qui vient. Et puis après, il y a 2 ans de sélection avec une série d'étapes où à chaque étape, il y a un peu moins de personnes qui sont retenues. C'est un processus qui dure sur 2 ans. Donc, à chaque étape, j'ai l'impression de vivre un peu plus mon rêve et cette sélection astronaute qui m'avait fait rêver. C'est un peu le même genre de test d'ailleurs. Et puis, au bout de 2 ans, quand je reçois le coup de fil de Christian qui me dit, voilà, en fait, si t'es toujours partant, on part ensemble. Et là, je lui dis, tu pars. Oui, bien sûr, tu pars, on part ensemble, bien sûr. Et je pense avoir fait le plus dur à ce moment-là. Sauf qu'en réalité, il s'est encore passé 4 ans entre le moment où j'ai ce coup de fil et le moment où on part pour la première des 3 expéditions. Ces 4 ans étant dédiés à la préparation, au rassemblement du budget, impacté par la crise Covid, par un certain nombre de reconfigurations géopolitiques. Tu vois, on devait partir en Sibérie. Il y a eu le conflit entre la Russie et l'Ukraine qui faisait que c'était complètement impossible. On devait partir au Brésil. Il y avait des élections présidentielles à ce moment-là au Brésil. On s'est du coup rétabli sur la Guyane et la forêt amazonienne équatoriale guyanaise. On devait aller dans le Dasht-e-Lout en Iran et finalement on est allé dans le Nefoud en Arabie Saoudite. Donc j'ai envie de dire que les 4 années de préparation et les 2 années avant de sélection, ça a déjà été une série d'épreuves, d'étapes qui ont préparé en fait l'adaptation qui était l'enjeu aussi de ce projet, c'est-à-dire comment on fait pour s'adapter à des circonstances qui sont sans cesse changeantes. Moi, j'ai envie de comprendre, au-delà du processus qu'on entend très compliqué de sélection, etc., comment ça se passe pour toi? Puisque là, donc, tu continues à être en poste pendant toutes ces années-là au ministère de la Recherche,
Mais comment, à l'intérieur de toi, ça se passe? Est-ce que ta petite voix, elle est toujours hyper présente et il n'y a aucun doute, cette expédition, elle est pour toi et tu vas y aller et tu en rêves nuit et jour et puis tu es convaincu de ton truc? Est-ce qu'il y a des moments de doute où tu te dis, mais tu es complètement malade, d'où tu vas quitter ton poste, etc. Il y a beaucoup de doutes, évidemment, et surtout, plus le temps passe et plus les doutes s'étoffent. Ah ouais? Ben, bien sûr, parce qu'en fait, évidemment, au début, quand on a ce genre d'envie et d'appel, on est extrêmement motivé. Et puis, à mesure des péripéties, des décalages, des contretemps, des mésaventures, bah, finalement, on se dit, mais est-ce que j'ai bien raison? Est-ce que je suis pas un peu prisonnier de mon rêve? Est-ce que je me trompe pas? Et finalement, je suis tout à fait le même homme que celui qui a postulé. Et donc, est-ce que c'est bien raisonnable tout ça? Et puis, entre-temps, ben, j'ai franchi des étapes dans mon travail. Du coup, j'ai des responsabilités plus importantes. Est-ce que c'est bien raisonnable de partir? Donc, tu vois, toute cette petite voix, pour le coup, moins sympa que celle qui me passe un coup de fil ce jour d'été 2016 pour me donner cette intuition un peu fulgurante. Cette petite voix qui, pour le coup, peut parfois, si on l'écoute un peu trop, être déstabilisante. Et là, je crois que c'est important de tenir bon sur ce qui compte, sur l'essentiel, en fait, ce qui compte vraiment. J'ai l'impression que toi, tu te dis non, je perds pas de vue mon rêve. Comment tu gères ça, Ouais. ce truc de doute en laissant toutes les portes ouvertes? Comment tu fais? Est-ce que par exemple, tu as besoin d'être accompagné par des thérapeutes qui vont t'aider? Il y a eu toute une dimension de préparation physique pour ces expéditions qui se faisaient en autonomie et sans assistance, mais il y a aussi toute une dimension mentale que j'ai fait par moi-même et accompagné notamment par des professionnels. Alors pas forcément des thérapeutes à ce moment-là, je me suis fait accompagner par des coachs en particulier. Okay. Et toute cette dimension aussi de préparation mentale, tu sais, parfois on voit des champions de tennis ou des sportifs de haut niveau qui savent, dans des moments clés comme ça, se transcender. C'est parce qu'eux aussi, ils ont travaillé ça. Ça ne s'improvise pas. Et donc, ils sont, comme par hasard, accompagnés par des professionnels de l'accompagnement mental. Et j'élargis aussi ça à tout le monde, finalement. Pourquoi tout le monde ne pourrait pas en bénéficier? Et donc, c'est vrai que cette dimension de préparation qui est parsemée de doutes, et je crois que ce qui fait qu'on tient bon à un moment sur ça, c'est que au-delà de l'ego, au-delà de l'envie, je crois que ce qui fonde ça, c'est le sens. Est-ce que vraiment ça fait sens pour toi? Est-ce que c'est essentiel? Est-ce que c'est vital? C'était quand même une des expéditions qui était engagée et risquée. Et j'avais jamais vraiment réfléchi à ce qui se passait si je revenais pas. Et donc j'ai fait un testament pour la première fois de ma vie. C'est pas une dimension très légère, au fond. Et donc, me projeter dans cette série d'expéditions, ça m'a forcé aussi à interroger ça. Et donc, évidemment, c'est tout un travail. Tu me parlais de mes proches. Bah oui, forcément, ça pose la question de qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il n'y a pas de moyen de communication non plus. C'est-à-dire que si jamais il se passe un truc grave, on ne peut pas nous joindre. Et réciproquement, nous, on peut joindre personne s'il se passe quelque chose de grave sur le terrain. Ça va dans les deux sens. Qu'est-ce que t'en as dit ton entourage alors quand tu as commencé à évoquer ces expéditions? Ouais, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'ai eu beaucoup de soutien en fait de la part de mon entourage là-dessus. Ensuite, je l'ai dit à peu de personnes au départ. Pourquoi? Je pense qu'il y avait quelque chose de l'ordre de cultiver quelque chose qui compte vraiment pour soi, de garder une forme de secret. Et petit à petit, quand ça devenait de plus en plus concret, j'élargissais le cercle finalement des personnes à qui j'en parlais, parce que ça faisait partie aussi de l'aventure et qu'ils soient moins surpris le jour où ça allait se passer pour de vrai. Et aussi parce que quand c'est une aventure qui dure si longtemps, tu vois, 6 ans, c'est un sacré paquet de temps. Finalement, au bout d'un moment, tu as des gens qui peuvent se dire mais en fait, de quoi tu nous parles? Depuis le temps que vous deviez partir, vous êtes toujours pas parti. Pourquoi tu t'accroches à ce rêve? C'est un peu vain, tu vois pas que c'est absurde, ça partira jamais, et puis même si ça part, c'est tellement risqué, enfin, c'est n'importe quoi. Donc ça peut aussi, dans des moments où on est fragile soi-même ou sous l'emprise du doute, en fait, parfois, on a besoin aussi de se recentrer sur soi pour pas être exposé en quelque sorte au regard des autres. Et donc c'est pour ça que je dis que, à mon sens, ce qui compte vraiment, c'est ce fil du sens et l'essentiel. Est-ce que ça, c'est vraiment... En gros, si tu le fais juste pour l'ego, tu le fais pas, ce genre de choses. Tu vois, au total, sur les 7 années qu'auront pris ce projet dans ma vie, finalement, l'essentiel, ça aurait été la préparation, l'espoir du départ, et donc 6 années sur 7, au fond. La dimension la plus transformante, c'est effectivement la sélection, c'est la préparation, c'est l'entraînement, c'est apprendre à allumer un réchaud avec des moufles énormes dans la neige, apprendre à dormir dans n'importe quelle condition, apprendre à gérer l'hypothermie, apprendre à se dépasser, y compris quand on est à bout de force, sans nourriture, savoir où est la limite quand on ne peut plus manger, plus boire, quand on est privé de sommeil, toutes ces dimensions un peu plus liées à la survie
qu'on a préparé, qu'on a travaillé en amont pour préparer ce qui pourrait se passer dans le pire des cas si jamais il y avait un accident dramatique ou des choses comme ça. C'est vrai que ça te transforme en fait de l'intérieur très profondément, au moins autant si ce n'est plus que l'expérience sur laquelle on peut plus facilement communiquer parce qu'il y a des C'est ça. images sublimes, parce que voilà, c'est des paysages grandioses. Mais intérieurement, ça a été une phase extrêmement transformante, c'est sûr. Et toujours pour comprendre un peu ce qu'on peut ressentir dans ces moments-là de bascule, quoi. Comment tu te sens la veille du départ de la première expédition? Ça fait quand même 6 ans que ton sac à dos est prêt dans l'entrée. Ah, c'est un cocktail émotionnel très riche parce que il y a énormément de joie, beaucoup d'enthousiasme, des sommes de peur invraisemblables. Bien sûr, la tristesse de quitter ses proches. Tu partais pour combien de temps? 40 jours dans chacun des milieux. Et entre chaque milieu, on revenait à Paris pour faire des expériences scientifiques, pour savoir ce que ça avait eu comme impact sur notre corps, notre cerveau, nos émotions, Ok. etc. Quand tu pars pour 40 jours dans un milieu comme ça, quand tu sais que d'une minute à l'autre, en fait, il peut se passer l'écart entre la vie et la mort, entre une blessure où tout va bien, en fait, 40 jours, c'est très très long. La veille du départ, tant qu'on n'est pas assis dans l'avion comme ça, ou même sur le sol de la première expédition dans la jungle, etc. Moi, j'étais d'ailleurs malade comme pas permis parce que j'étais tellement à bout de force. Les préparatifs sont vraiment exigeants. En fait, on dort pas pendant très longtemps parce qu'il faut préparer son matériel. Mais les préparatifs t'ont crevé Ah oui, oui. au point de partir en étant déjà fatigué? Ouais, Ah merde. en fait, j'étais malade, j'avais la fièvre et donc Ah j'avais mince. peur d'avoir le Covid au moment du départ. Mais en même temps, j'étais tellement déterminé que je pense que rien ni personne n'aurait pu m'empêcher de monter dans cet avion. Et du coup, je suis parti malade, effectivement. J'ai comaté pendant tout le vol jusqu'à la Guyane. Et en fait, je suis arrivé un peu dans un état second. En même temps, j'étais en mission, en fait. J'étais vraiment déterminé. C'est-à-dire que j'étais déjà parti presque avant de partir. Ça faisait tellement longtemps que je préparais ça que y avait une part de moi qui était prêt à aller beaucoup, beaucoup plus loin que, que cette petite fièvre. Parce qu'on va reprendre en fait là, les 4 expéditions de 40 jours chacune. Donc, est-ce que tu peux me les reciter? Ça commence en Guyane. Effectivement, alors c'est la forêt équatoriale amazonienne en Guyane et on la remonte en packraft, des petits rafts gonflables. On remonte jusqu'aux sources de la Mataronie. C'est une des criques, comme on dit là-bas, une des rivières, des fleuves d'Amazonie. Ok. Et donc, il faut s'imaginer qu'on est entouré de rideaux d'arbres qui font jusqu'à 60 mètres de haut. Et donc, tu es petit à petit comme englouti par la végétation. C'est pas du tout quelque chose sans courant, hein. Il y a beaucoup de courant. Il y a des arbres qui tombent comme ça. Et donc, il faut, avec la machette, se frayer un chemin sur le cours d'eau. Et plus ça va, en fait, plus on rentre dans le sauvage, plus on rentre dans la forêt. Et le premier jour, on a rencontré quelqu'un qui vivait là. C'était juste au moment du départ. Il nous disait, il m'a dit au petit matin, c'était les oiseaux comme ça qui commencent à s'éveiller. Et puis, en fait, il m'a dit, tu verras, plus tu t'enfonces dans la forêt et plus il y a une forme de magie qui va te saisir. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et en fait, effectivement, à mesure où on pénétrait dans cette forêt, il y avait quelque chose d'envoûtant. Je me suis senti ensorcelé, en fait, Ok. Waouh. dans cette forêt qui est très puissante. Donc là, on est dans des conditions extrêmes parce que dans Très la humide. jungle, en fait, est Extrêmement très humide. 100% d'humidité. Ça, c'est le premier voyage donc en Guyane. Le second voyage de 40 jours se passe où? C'était donc en Laponie septentrionale, donc tout Ah au oui, nord donc de la là. Finlande. On est au 70e parallèle, donc on est 300 km au nord du cercle polaire et on est à des températures qui sont de l'ordre de moins 35 degrés. Réel, hein, en ressenti, c'est bien inférieur. Et on est à la fin de l'hiver, donc ça veut dire qu'il y a des aurores boréales presque chaque nuit. Et c'est un froid extrêmement pénétrant, c'est un froid très mordant qui abrase le matériel, tout devient cassant. Et donc on progresse en ski et poulka, un petit traîneau qu'on tire derrière nous, et on dort sur des lacs gelés. Chaque jour, on se déplace en fait pour lever le camp, monter le camp. Ça prend énormément de temps de faire. On creuse les lacs pour récupérer de l'eau. Oui. Et cette eau-là, c'est celle qui nous permet de nous hydrater et de réhydrater la nourriture qu'on a, puisqu'on est en autonomie. Donc, on a tout notre matériel et notre nourriture avec nous. Et le troisième et dernier, parce que finalement, on est parti dans 3 milieux au lieu de 4, comme initialement prévu, parce que voilà, déjà 3, c'était assez compliqué. J'imagine. Et le troisième milieu, c'était le désert du Nefoud, Ok. au nord de l'Arabie Saoudite. Donc, c'est un milieu extrêmement aride, Ouais. très chaud et sec. Et là, 40 jours à plus 45 degrés à l'ombre, sans ombre, évidemment. Donc, c'est plutôt des températures ressenties qui tournent autour de 57 degrés. Et tu peux pas du tout rester au soleil pendant la journée. Donc, sinon, ça peut être fatal.
Là aussi, 40 jours dans le désert, il y a une dimension évidemment mystique, quoi, qui est, Oui, mais oui. qui t'aura pas échappé. Toutes les grandes religions ont un épisode qui se passe dans le désert et on comprend pourquoi. Il y a quelque chose on croit qu'on va traverser le désert et puis finalement, c'est le désert qui nous traverse. Ah, c'est beau. Mm. Ok. Et donc, ces 3 expéditions, 40 jours chacune, vous les faites sur combien de temps au total? J'ai l'impression que c'est quand même très concentré, non? Oui, puisqu'en fait, il se passe qu'un mois entre chaque milieu. C'est de l'ordre d'entre 6 et 7 mois, je ne sais plus exactement les dates. On part le 6 décembre 2022, je me souviens, parce que c'était le jour de la Saint-Nicolas. Et on rentre, ça devait être, je crois, fin juin 2023, quelque chose comme ça. On a évoqué largement tout à l'heure comment cette petite voix t'a passé cet appel ce jour-là, mais j'imagine que même en expédition, elle est présente et peut-être parfois vraiment aidante, non? Moi, j'ai envie de te dire à chaque instant, je crois que ce que nous apprennent, ce que m'ont appris ces expéditions, c'est de se fier à son intuition. Parfois, c'est ce qui fait la différence entre un faux pas et puis le fait d'être encore là pour pouvoir te parler. Un des épisodes que je peux te raconter, si tu veux, c'est aussi, par exemple, tu vois, dans le désert du Nefoud, on est en Arabie Saoudite, peut-être c'est le 25e jour, quelque chose comme ça. On est pas loin du coucher du soleil, donc en fait, on s'éloigne avec un coéquipier un peu loin du camp qu'on a monté. On marche peut-être 1 heure, quelque chose comme ça. Donc c'est assez loin en fait. Et on est là, et puis on regarde le coucher du soleil. Et puis en fait, ce coéquipier, il rentre plus tôt en fait. Et moi, je reste là parce que je suis dans un état un peu méditatif et de contemplation qui me transperce. Donc j'ai besoin de vivre ça pour moi en fait, un moment de solitude seul. Il se trouve que à ce moment-là, j'ai une kératite à l'œil droit. C'est-à-dire que j'ai des grains de sable qui m'ont éraflé la cornée, qui ont rendu mon œil opaque en quelque sorte. Du coup, je vois plus très bien et je vois plus qu'avec un œil. Du coup, j'apprécie moins bien les distances. C'est assez douloureux. Et en même temps, c'est tellement beau que je me sens privilégié d'être là. Et donc, il y a un moment où, à la nuit tombée, je rentre à la frontale vers le camp. Et puis, comme c'est flou, comme je vois trouble, comme c'est la nuit, comme j'ai pas bien regardé parce qu'on discutait à l'aller, il y a un moment où je vois une petite lumière et je me dis, bah, ça doit être par là. Et donc, je fais quelques minutes de marche dans ce coin-là, dans cette direction. Et à un moment, je m'arrête et je me dis, ben, non, je crois pas que ça soit là, en fait. Et je sens qu'il y a quelque chose en moi qui me dit non. En fait, la bonne direction, l'orientation qu'il faut prendre, c'est plutôt dans ce sens-là qui était quasiment à l'opposé. J'ai rien pour m'orienter et je vois pas, en fait, c'est surtout ça, c'est que je vois pas les petites loupiotes des frontales qui pourraient m'orienter. Donc, je suis un peu à l'aveugle. Et puis, donc, je décide de suivre ce chemin opposé à la petite lumière que je vois pourtant scintiller au loin. Et au bout de quelques minutes qui m'ont paru une éternité, je tombe effectivement sur le camp et ma tente et je peux te dire que ça a été un grand soulagement parce que J'imagine. on est au milieu de nulle part, c'est de se sentir perdu, sans moyen de communication, sans moyen d'orientation, sans eau surtout. Ça peut être vite tourné à la catastrophe. Et en fait, le lendemain, cette mésaventure, je me rends compte que ce qui a scintillé dans la nuit, la veille, et qui aurait pu orienter mes pas, c'était un camp de bédouins qui était à plusieurs kilomètres de là, en fait. Donc, il t'aurait évidemment induit en erreur complètement. Ouais, qui m'aurait complètement détourné de la bonne direction où était notre propre camp. Et donc, bah voilà, ça c'est un exemple, tu vois, de savoir écouter sa petite voix, son intuition. Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose en moi qui m'a dit, bah non, c'est pas par là, alors que j'ai un signal un peu rationnel qui pourrait me faire croire que c'est par là. Un peu la même chose en Amazonie, tu vois, je pars sans ma machette, n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment la grosse erreur à ne pas faire pour trouver un layon, parce qu'il faut justement trouver son chemin. Il n'y a pas de chemin dans la forêt, donc il faut le créer avec sa machette. Et là, c'est un saut, donc comme une petite cascade qu'il faut contourner avec nos rafts. Et donc, je pars en éclaireur. Un moment où la forêt est tellement dense que je sais plus d'où je suis. C'est très facile il y a plein de gens qui se sont perdus en passant à quelques mètres de leur camp parce qu'ils savaient plus s'orienter. Et c'est tellement touffu, tellement dense la végétation qu'on peut très facilement se perdre, et y compris des gens très expérimentés. Là aussi, tu vois, une expérience un peu d'insight de ma petite voix ou d'intuition où c'est par là en fait que je dois aller. J'ai un bon sens de l'orientation, mais je crois pas que ce soit ça. Là, c'était quelque chose de plus profond que ça, tu vois, qui se manifestait. Est-ce que tu dirais que tu as ramené cette boussole interne de ces voyages, de ces expéditions? Je crois que oui. C'est aussi quelque chose que je m'efforce de cultiver pour cultiver ce fameux alignement dont on parle beaucoup, qu'on recherche toutes et tous, je crois, et apprendre à se faire confiance et à faire confiance à cette intuition qui est parfois plusieurs longueurs d'avance sur notre petit mental rationnel et notre ego aussi. C'est quelque chose que j'essaie de cultiver. Et c'est pas toujours simple dans notre quotidien, mais l'avoir vécu dans ces conditions-là, ça me permet effectivement d'être vigilant et de le réinjecter dans ma vie.
Est-ce que c'est ça, pour toi, l'un des plus grands enseignements que tu tirerais de ces expéditions? Oui, apprendre à se faire confiance, apprendre à s'écouter, apprendre à écouter son intuition, apprendre à verbaliser ses émotions aussi quand elles nous traversent parce qu'elles sont pas là par hasard. Et puis apprendre aussi à se transcender parfois quand c'est nécessaire parce que c'est pas toujours tout rose ou tout facile en expédition. Il y a parfois, il faut serrer les dents au sens propre du terme. Moi, j'ai perdu une dent dans le désert. Voilà, faut aller au bout et on se découvre des capacités dont on s'ignorait finalement détenteur ou détentrice. Je crois qu'une autre leçon, c'est qu'on peut faire de sa vie une aventure. Il n'y a pas forcément besoin de partir à l'autre bout du monde pour le faire. On peut le vivre dans sa propre vie quotidienne. Et pour certains, ça va être fonder une famille, s'investir dans une association, créer un podcast ou avoir un métier plein de sens. Mais en tout cas, pour moi, c'est ça la véritable exploration aujourd'hui. C'est mener une vie qui soit pleine de sens. Et tu dirais que ta vie aujourd'hui, elle est pleine de sens? Je m'efforce de cultiver le sens aujourd'hui, oui, dans ma vie, parce que donc aujourd'hui je suis devenu coach professionnel, donc j'accompagne aussi d'autres que moi vers trouver le sens. Et je trouve que quelque part, l'accompagnement des autres, et selon ce qu'on a pu comprendre soi-même sur le terrain, c'est vraiment une aventure en soi qui est magnifique dans tous les sens du terme. Donc en rentrant, effectivement, d'abord j'ai eu une proposition incroyable, c'est celle de mon éditrice d'écrire un livre. Et donc c'est comme si tout s'alignait tout d'un coup. Et je crois beaucoup de plus en plus à cette dimension-là où quand on est aligné intérieurement, en fait les opportunités se mettent à scintiller au bord du chemin comme ça. Et donc je rentre, il y a cette proposition d'écrire un livre par mon éditrice. Et donc aujourd'hui, oui, ma vie, elle se partage entre l'exploration et le coaching. Et pour moi, c'est deux faces d'une même pièce, au sens où l'exploration géographique, c'est l'autre face de l'exploration intérieure. Mais à titre peut-être plus personnel et plus existentiel, ce qui aujourd'hui peut-être est mon nouveau pôle Nord intérieur, c'est d'emmener des gens, notamment dans le désert, pour les coacher en marchant, avec une dimension peut-être plus existentielle, de quel est le sens qu'ils souhaitent vraiment donner à leur vie et à ce petit laps de temps qui nous est donné de vivre et qui est au fond une grâce. C'est un projet qui me tient à cœur et que je suis en train de réaliser. Quand tu dis existentiel, moi j'entends spirituel, je me trompe? Oui, il y a cette composante dont je parlais un peu à mi-mot. Dans le désert, c'est compliqué de ne pas être un peu touché par cette dimension spirituelle qui s'inscrit dans une croyance religieuse ou pas. Chacun finalement est libre de ça, mais on est des êtres effectivement spirituels, qu'on le veuille ou non, avec une composante essentielle pour notre développement. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens en fait qui sont en train de découvrir à quel point c'est nécessaire et que la société de consommation ne résout pas tous nos problèmes, loin s'en faut, et qu'on a besoin de quelque chose de plus grand que nous, qui comble peut-être de façon plus essentielle nos aspirations profondes. Et tu dirais quoi aujourd'hui au Nicolas qui, ce jour de l'été 2016, a une fulgurance lorsqu'il assiste à cette conférence sur cette expédition? Je lui dirais, fais-toi confiance. Je lui dirais, ose, fais le premier pas. C'est souvent le plus difficile, le premier pas. Donc, lance-toi. Et en fait, le chemin, il va se créer en marchant au fil de chacun de tes pas. Il y a ce poème qui dit, voyageur, le chemin se fait en marchant. Et je suis très OK et très d'accord avec ça. Je trouve que le chemin, finalement, il apparaît à mesure qu'on se met dans la bonne direction. Et c'est ce que tu dirais aussi à des personnes qui aujourd'hui, des personnes qui peut-être entendent un peu leur petite voix, mais vraiment, ça fait trop peur, quoi. Et puis, c'est trop compliqué. Oui, parfois, ça fait peur et parfois, ça peut être un bon signe d'ailleurs que ça fasse peur. Enfin, j'aime bien cette citation aussi qui dit si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands pour vous. J'adore, je connaissais pas, j'aime beaucoup. Et donc, ça peut être aussi parce que la vie vous est passée dessus, ça peut être parce qu'on n'ose pas. J'ai quelques questions rituelles, Nicolas, pour terminer. Est-ce que tu peux me citer un livre? Tu as cité plein d'auteurs, mais donne-moi un livre qui t'a vraiment particulièrement inspiré. Bon, il y en a un qui est vraiment un peu dans mon panthéon littéraire, c'est L'usage du monde de Nicolas Bouvier. Un récit de voyage d'un jeune homme qui part en 1953. Il a cette phrase qui dit « Nous avions 2 ans devant nous et de l'argent pour 4 mois, mais l'essentiel dans ces affaires-là est de partir. » Et effectivement, c'est un récit de voyage à la fois littérairement époustouflant, et puis plein de vie, un style incroyable, et puis beaucoup d'authenticité, beaucoup de justesse, d'humilité. Et puis c'est un livre sur l'usage du monde et l'usage d'être soi dans le monde et sur la rencontre. Plein de pudeur, d'authenticité, de justesse. Très beau.
Est-ce qu'il y a une habitude, un rituel, quelque chose qui t'a aidé, notamment dans ces moments-là où tu essayais de te raccrocher à ta petite voix? Alors, il y a quelque chose que j'ai mis en place, quelques mouvements de yoga le matin. Mais il y a quelque chose d'une reconnexion à la fois à soi et quelque chose d'un peu plus grand que je fais depuis plusieurs années maintenant, tous les matins, qui me font beaucoup de bien. Donc, il y a quelque chose de l'ordre d'un recentrage. Et puis quelque chose d'un peu plus physique, qui est d'aller courir régulièrement. Et puis aussi un rituel qu'une coach d'ailleurs m'a transmis, c'est un rituel de flot de pensée qui est de transcrire en fait par écrit toutes ces émotions, ces pensées qui nous traversent. Et c'est quelque chose qui permet de prendre conscience finalement de ce qui se joue à l'intérieur. Sinon, ça reste un peu diffus dans les limbes, dans les nuages. Et comme ça, les capturer par écrit, ça permet de prendre conscience de ce qui nous traverse. Et quelque part, on devient beaucoup plus lucide sur qui on est, sur nos émotions. Et du coup, ça nous permet de mieux nous relier aussi à d'autres que nous-mêmes. Ma dernière question, Nicolas, j'aimerais savoir si tu es heureux aujourd'hui. Oui, je le suis fondamentalement, et en même temps, c'est quelque chose que je cultive. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose, je crois, qui uniquement te tombe dessus. Ouais, ça se travaille d'une certaine manière, le bonheur, et évidemment, c'est pas un état d'équanimité et de béatitude constant. Mais par contre, c'est quelque chose auquel je suis attentif. Et je pense que cultiver la gratitude, c'est quelque chose qui contribue, par exemple, au fait d'être heureux. Aujourd'hui, je pense que je suis heureux parce que je suis aligné avec ce que j'ai vraiment envie de faire. Chouette. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cet entretien. C'est inspirant, ça montre qu'on a raison d'écouter sa petite voix et qu'elle peut nous emmener, pour le coup, super loin. Je suis absolument d'accord et je te remercie vraiment infiniment pour ton invitation et cette conversation si agréable. Avec grand plaisir. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Well, your heart is a sun. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Le bouche à oreille, c'est magique pour faire découvrir un podcast. Alors envoyez le lien de cet épisode à vos amis et vous verrez, ils vous remercieront. Et d'ailleurs, si vous voulez être sûr de ne rater aucun épisode, avouez que ce serait dommage, abonnez-vous à La Petite Voix sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, YouTube ou autre. Profitez-en d'ailleurs pour m'y encourager avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Non seulement ça fait plaisir, mais ça aide vraiment à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs. Je partage aussi les coulisses du podcast sur Instagram et Facebook. Et mieux encore, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. C'est là que j'ose vous raconter tout ce que je ne dis pas ailleurs. Ça fait beaucoup d'infos, je sais, c'est pour cela que j'ai mis tous les liens dans les notes de cet épisode. Allez, je vous donne rendez-vous mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien et soyez heureux. Your horizon. Well, your mind is a space that creates the horizon. Your mind is a space that creates